Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de Apple qui dépose une plainte contre OpenAI pour vol de secrets industriels. Partenaire il y a 18 mois, ennemi aujourd'hui, on revient sur le nouveau feuilleton qui tient en haleine toute la Silicon Valley et qui ne manque pas de piquant. Et puis on fera le point sur Grok 4.5. Elon Musk vient de sortir son nouveau modèle, le premier entraîné avec les données de Cursor et 3 à 4 fois moins cher que la concurrence. 4 labos américains sont maintenant à la frontière et Google, qui était premier du classement en février, est désormais 11e. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et enfin, on partira en orbite. La Chine a récupéré sa fusée dans un filet en pleine mer. Première récupération d'un booster orbital en dehors des États-Unis. La course à l'espace vient de changer de dimension. Est-ce que la Chine va rattraper les États-Unis ? Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk-show tech de France, toujours en direct de la fournaise parisienne. Votre émission commence maintenant. À mes côtés pour cette émission, Damien Douani qui visiblement a déjà pris la route des vacances. Je ne reconnais pas ton décor, Damien. Tu arrives à destination ? Où es-tu ? Je fais une petite pause familiale en attendant sur le chemin des vacances, effectivement. Cependant, je suis toujours avec mon MacBook, mais désormais, je suis avec mes tongs aussi. Et puis toujours avec vous, bien sûr. On est tous en slip aujourd'hui. Il fait très chaud partout en France et ça fait un bout de temps que ça dure. On a aussi Jérémy Michel en direct de Paris. Jérémy Michel, c'est le cofondateur de Risk Intel Media. Il est aussi avocat de formation. Ça tombe bien, on va parler du procès d'Apple. Donc, on avait besoin d'un avocat pour cette émission. Notre avocat de service est là. Merci, Jérémy. Et puis, Michel Lévy-Provençal. Nous ne sommes pas mercredi. Il n'y a pas Krav Maga. Le championnat est terminé de Krav Maga. Ça y est, la saison est terminée. Elle reprend en septembre. Ah, d'accord. Donc, il faut que je réadapte en septembre aussi, quoi, en fait. Bah non, tu m'as dit que tu fais le jeudi. Moi, jeudi, voilà. Donc, Michel est là. C'est jeudi. Donc, on a droit à Michel Lévy. Michel qui lance un nouveau projet qui s'appelle Captain, qui est assez génial. Bravo, félicitations. Je suis ça de très près. Merci, Carlos. Explique-nous rapidement ce que c'est Captain. Écoute, c'est un assistant personnel, ultra personnel, qui permet, à la différence des chatbots qu'on connaît, ChatGPT ou Claude, de pouvoir se connecter à tout un tas d'applications et de pouvoir agir, orchestrer, résoudre tes problèmes du quotidien. Tu vois, par exemple, avec Captain Assistant, juste avant de démarrer l'émission, je lui ai envoyé la fiche que tu envoies à tous les participants et je lui ai dit, voilà, je suis un peu à la bourre. Carlos m'a envoyé cette fiche. Va chercher dans l'ensemble des chroniques que j'ai pu publier récemment, mais aussi dans les news, tout ce qui est relatif à l'émission et fais-moi une note avec les différents points que je pourrais citer pendant l'émission. Eh bien, Captain me l'a livré directement dans Notion. Donc, c'est vraiment un assistant du quotidien. Pour ceux qui connaissent Manus, par exemple, c'est la version européenne de Manus. T'es le Manus européen. Bah, écoute, j'essaye. C'est pas mal comme On va pitch. voir. On espère. Je montre le site web. Allez-y, testez Captain de Michel Lévy, Provençal. Il paraît que même que tu es arrivé à convertir Laurent Alexandre, qui est quand même une merde sur une pelle en bois quand il s'agit des agents. Il l'a dit dans une émission de Silicon Carnet. Et il paraît que même lui utilise Captain. Donc, et c'est un utilisateur, un des premiers utilisateurs de Captain, effectivement. Écoute, on va voir si ton agent est si intelligent, puisqu'on va juger de ta prestation aujourd'hui, puisque ta prestation est effectivement piloté par Captain, en l'occurrence. C'est super. Téléchargez l'app de l'Hacienda, c'est la toute nouvelle app. Elle est super, elle a été développée par la communauté, pour la communauté. Je salue Nicolas Duguay, qui a développé ça, bien évidemment, avec tout un tas d'outils d'IA, et ça marche super bien. Très bien. Ouais, c'est vraiment un super boulot. Elle est top. Ouais, franchement. Voilà. Développer ça en quelques semaines et c'est vraiment l'illustration parfaite de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA et la rapidité avec laquelle on peut le faire. C'est assez impressionnant. Et puis un petit message, le 20, 21 et 22 juillet prochain, je serai à Aix-en-Provence pour le campus Laissez-nous faire qui est organisé par Alain Madelin. Voilà, Alain Madelin. Qui est toujours vivant donc. Oui, qui est toujours vivant. Je l'ai vu ce matin. Je suis passé à son bureau près de l'Assemblée nationale. Et écoute, il est en pleine forme. Mais Michel, toi aussi, c'est assez hallucinant. Le gars, je sais pas quel âge il a, mais moi, je veux être comme Alain Madelin. Ouais, mais 80 il a une pêche d'enfer. Mais je participe effectivement à l'événement. Ouais. Donc, j'aurai une petite intervention pendant l'événement. Ok. Écoute, non, c'est génial ce qu'il fait. C'est un événement qui est apolitique et qui a pour objectif de réenchanter les gens face au progrès, face au futur. Lui, il considère que les 10 prochaines années seront merveilleuses
et il veut faire en sorte que le public s'empare de ces technologies et soit techno-optimiste. On l'est aussi ici dans Silicon Carney. C'est la politique, mais moi, c'est pas non plus un meeting LFI, quand même. C'est à la Madeleine, quand même. Non, mais c'est un libéral. Bon, bien évidemment, oui, effectivement. Il y a des gens de tous les horizons. Ouais. Il y a des gens, il y a vraiment des gens de tous les horizons. Regarde, j'y participe. Exactement. Michel n'est pas un libéral. Exactement. Michel, c'est un crypto-marxiste. Exactement. C'est un crypto-marxiste. Allez, l'émission commence. Go yourself. Je prends 2 minutes parce que quand j'ai créé Silicon Carney, je me souviens très bien du jour où j'ai dû envoyer ma toute première facture. Je me suis dit, je facture comment et avec quel outil ? J'avais un compte pro d'un côté, mais pas d'outil pour facturer. Résultat, je passais mes soirées à vérifier à la main si le virement était bien arrivé et à faire le lien entre la facture et le compte bancaire. Je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Avec Conto, fini ce problème. Compte pro et facturation électronique sont intégrés dès le premier jour. Votre client paye, le paiement se réconcilie tout seul avec la facture et vous n'avez plus rien à faire. Sans compter que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de septembre 2026, la facturation électronique devient obligatoire en France et vous devez être équipé d'une plateforme agréée par l'État. Et avec Conto, c'est déjà le cas. C'est inclus dans tous les forfaits, sans surcoût et sans outils supplémentaires. Aujourd'hui, plus de 600 000 entrepreneurs utilisent Conto et 1 entreprise sur 4 en France se crée avec eux. Donc, si vous vous lancez, foncez sur conto.com, ça s'écrit Qonto.com. En plus, ils ont été super sympas. Ils nous ont donné un nouveau code, Silicon3M. Conto vous offre 3 mois gratuits sur votre compte pro pour toute nouvelle création d'entreprise. Allez, retour à ton épisode. Le 10 juillet, Apple a déposé une plainte devant le tribunal fédéral de Californie, une plainte contre OpenAI. Selon la firme de Cupertino, OpenAI aurait volé plusieurs secrets industriels en vue de lancer un concurrent de l'iPhone. On en avait un petit peu parlé, Damien, dans de précédentes émissions. On sentait la chose venir. Tout le monde sait que OpenAI travaille à son propre device. Johnny Ive a rejoint d'ailleurs OpenAI il y a déjà quelques temps. On se doute bien qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Mais le feuilleton est rocambolesque. C'est vraiment le feuilleton qui tient en haleine toute la Silicon Valley en ce moment. C'est vrai que c'est assez piquant et assez marrant. Tout part d'un SMS, un SMS de Chang Liu, un ingénieur qui a passé 8 ans et qui est un mec qui a bossé sur l'iPhone chez Apple. Il part chez OpenAI en janvier et il rend pas son MacBook. Et d'ailleurs, il zappe son entretien de sortie. Et le 9 février, il écrit à une ancienne collègue, encore chez Apple, Alyssa Pang, et il lui envoie un message assez étrange. Elle lui dit « Lol, j'ai découvert que j'ai encore accès aux fichiers chez Apple. » Bon, et apparemment, il y aurait un bug d'authentification qui lui a laissé la porte ouverte. Et au lieu de prévenir qui que ce soit, il aspire, c'est ce que nous dit Apple, des dizaines de fichiers confidentiels, dont notamment un pavé technique de plus de 1000 pages qui qui donnerait des informations sur les prochains produits d'Apple qui ne sont pas encore sortis. La réponse de Pang, écoute, bouge pas, moi aussi j'arrive, je suis prête à rejoindre OpenAI. Et quelques mois plus tard, elle aussi débarque chez OpenAI. Mais la vraie bombe, c'est Tang Tan, 24 ans chez Apple. Le type a fait les premiers MacBook portables, les iPods, l'iPhone, l'Apple Watch. Et aujourd'hui, il est Chief Hardware Officer chez OpenAI. Et d'après la plainte, il aurait transformé les entretiens d'embauche en véritables séances de renseignement ou d'espionnage, où en gros, il expliquerait aux salariés d'Apple que non seulement ils peuvent rejoindre OpenAI, mais il leur donnerait même un playbook pour récupérer des informations confidentielles. Et plusieurs de ces informations auraient transféré de Apple vers OpenAI. En tout cas, c'est ce que dénonce Apple aujourd'hui. Et la fuite, c'est pas 2-3 cerveaux, puisqu'on en serait déjà à plus de 400 employés d'Apple qui bossent aujourd'hui chez OpenAI. Alors, je rappelle que ces 2 boîtes étaient partenaires il y a encore 18 mois. En juin 2024, Apple présentait fièrement ChatGPT dans Siri à la WWDC. Et en janvier 2026, Apple bascule vers Google Gemini. Et là, en juillet, maintenant, c'est le procès.
et Apple s'attaque à OpenAI. Alors, j'ai quelques mots là-dessus. J'avais envie de commencer par toi, Jérémy, puisque tu es avocat. Est-ce que cette plainte est solide de la part de Apple ? Alors déjà, merci encore une fois, Carlos, pour l'invitation. Bon, je rappellerai que je suis pas avocat au barreau de Californie, mais je vais quand même essayer de vous apporter mon éclairage sur ce procès, cette plainte en l'occurrence, qui est intéressante évidemment toujours d'un point de vue du droit, mais sur ces procès-là, pour le coup très médiatique, puisqu'en plus Apple a demandé un jury, donc très clairement ils veulent pouvoir communiquer dessus, ils veulent qu'il y ait des fuites, ils veulent en faire tout un storytelling, un peu comme ce que Musk a fait contre OpenAI. On sent qu'il y a cette même volonté. Donc au-delà du droit, il y a aussi la stratégie qu'il y a derrière. Et donc pour rappeler donc les deux griefs, c'est important quand même de revenir là-dessus. Donc les deux problèmes que relève Apple, c'est d'un côté le vol de secrets industriels et d'affaires, et de l'autre côté une rupture contractuelle vis-à-vis des accords de confidentialité auxquels sont a priori tenus les anciens salariés de Apple, comme tu as cité, qui sont a priori nombreux à avoir rejoint OpenAI. Alors le point qui est important à avoir en tête, c'est qu'a priori, il n'y aurait pas de clause de non-concurrence en Californie. Ce qui veut dire quoi ? Que d'un côté, c'est mieux pour l'innovation quelque part, puisque ça permet finalement au cerveau de circuler et d'ouvrir leur boîte, mais de l'autre côté, à mon avis, ça va rendre beaucoup plus difficile la plainte d'Apple sur ce volet-là. En fait, ce qu'ils vont devoir prouver, et c'est là le point important du dossier, c'est qu'il n'y a pas juste eu fuite d'informations, de procédés, etc., mais qu'il y a eu utilisation. Et le point que peu de gens notent, c'est que justement, l'un des griefs les plus importants de la plainte, c'est que Apple accuse en fait OpenAI d'avoir trompé un des sous-traitants d'Apple, justement, Oui, absolument. pour leur faire fabriquer, leur faire effectuer en fait un procédé propriétaire de finition métallique. Donc, c'est-à-dire que OpenAI serait allé voir le fournisseur d'Apple pour lui demander de, j'imagine, fabriquer un objet. On ne sait pas exactement quoi, on ne sait pas exactement qui est le fournisseur. Finalement, donc, ils auraient trompé ce fournisseur pour lui faire ça. Et en fait, là, il y a une distinction qui est importante à comprendre, c'est que en fait, Apple ne fabrique rien, quelque part. En réalité, il s'appuie sur toute une galaxie de sous-traitants dont beaucoup sont en Asie, mais ces sous-traitants n'ont pas d'accord d'exclusivité avec Apple. Ça veut dire qu'ils peuvent fabriquer pour d'autres personnes. En revanche, il y a une exclusivité sur les procédés industriels d'Apple. Tu peux pas prendre les procédés industriels que tu utilises pour les différents composants d'Apple et les utiliser pour un autre client. Ça, ce n'est pas possible. Or, visiblement, c'est ce qui se serait passé. Et moi, mon analyse et mon hypothèse là-dessus, c'est que c'est le point le plus important de cette plainte. Pourquoi ? Parce que contractuellement, Apple aurait pu attaquer le sous-traitant. Or, là, il a peut-être besoin du sous-traitant, en fait, quoi, plus que d'OpenAI. Alors, je pense qu'il y a d'un côté besoin du sous-traitant, mais je pense aussi qu'il y a un message, un signal qui est envoyé en fait à tous les sous-traitants d'Apple, qui est de dire, bon, pour cette fois-ci, on va dire que vous avez été victime, que vous avez été trompé. Faudra qu'on m'explique comment tu trompes un sous-traitant d'Apple quand même. Enfin bon. Donc là, vous avez été victime, vous avez été trompé, donc on vous met pas dans la plainte. En revanche, la prochaine fois, ça pourrait vous coûter très cher. Damien, ton point de vue là-dessus ? Il y a effectivement une question de supply chain. Maintenant, il y a la question de la connaissance. Alors déjà, ce dont tu parles, cet éventuel trou de sécurité, je m'en vais, je peux quand même accéder aux informations, etc. Je trouve ça assez hallucinant. C'est dingue. Mais quand on connaît en plus... Voilà, quand on connaît le niveau de sécurité. Chez Apple, en gros, quand tu t'en vas, on t'amène à la sortie, tu rends ta carte, tu rends ton ordi, enfin, il y a vraiment un processus qui est très très clair. Donc là, il y a un truc assez dingue de la manière dont c'est raconté. En plus, les personnes qui sont impliquées là-dedans, c'est assez fou. Tank Tan, dont tu parlais tout à l'heure, il est quand même cofondateur de la boîte qui s'appelait IO. IO qui a été racheté pour 6,5 milliards de mémoire, enfin pour beaucoup d'argent, par OpenAI. La boîte de Johnny Ive. Voilà, il était cofondateur avec Johnny Ive de cette boîte-là qui était dédiée à la conception, on va dire. en action.
Voilà, il était payé en action. Mais bon, il était cofondateur. Donc, le gars se trouve jugé parti, si on peut dire, dans cette histoire-là. Donc, ça commence à sentir mauvais. Moi, je trouve qu'à l'époque de Steve Jobs, quand ils oubliaient un proto dans un pub, au moins, ils appelaient le FBI et le SWAT et au moins, c'était réglé. Là, je trouve que là, c'est beaucoup plus soft. Mais dans tous les cas, C'est une anecdote véridique, ce que tu dis. Là, c'est le jour où un ingénieur d'Apple a oublié l'iPhone 4 dans un pub, Jobs a appelé le FBI. Pour dire, vous me récupérez le proto qui était parti chez Gizmodo de mémoire, et vous me le ramenez et vous me coupez des têtes. C'était exactement ça à l'époque. Bon, là, on n'est pas tout à fait dans la même chose, mais c'est quand même super grave. C'est super grave parce qu'Apple est à un moment charnière, clé de leur histoire. Vous savez, le fameux iPhone moment, où en gros, qui a ridiculisé et rendu obsolète des Nokia et autres BlackBerry, là, c'est un peu le même moment. En gros, ils ont un appareil qui représente plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Il y a une autre partie qui représente environ 25% de leurs revenus, c'est les services liés à l'iPhone, typiquement iCloud, et puis le reste, c'est les AirPods et autres systèmes. Donc en gros, c'est un truc qui aujourd'hui dans la galaxie Apple pèse 75% de leurs revenus. Donc, ils peuvent pas être déclassés du jour au lendemain, c'est pas possible. Et il est évident que quand tu as un Johnny Ive plus un OpenAI qui a envie d'inventer le nouvel appareil dans lequel tu peux imaginer une sorte de captain peut-être, de super captain qui va venir t'écouter toute ta vie et faire en sorte de capter ton information et ensuite d'être une sorte de Jiminy Cricket avec toi. On peut imaginer qu'ils aient un peu peur de rater la vague, tout comme ils ont raté déjà la vague du chatbot génératif. Donc, je pense que c'est pas neutre, cette histoire-là. Et pour finir, juste pour dire que plus que de protéger leur passé, on va dire, ou leurs assets, je pense qu'ils sont vraiment en train d'essayer de protéger leur avenir. Ouais. Et c'est vraiment ça qui va se jouer. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, Damien, c'est qu'effectivement, quand on regarde la plainte d'Apple, on comprend un peu mieux à quoi pourrait ressembler effectivement le device de OpenAI, parce que quelque part, ça liste tout ce que les gens de chez OpenAI auraient emporté avec eux. Donc, on se rend compte que il y a presque un cahier des charges. Donc, c'est des informations sur des batteries, sur des cartes mères, sur des puces intégrées, du blindage électromagnétique, le dos en verre décliné en plusieurs coloris. Bref, on peut recomposer avec ces pièces du puzzle peut-être à quoi va ressembler le prochain produit de OpenAI. C'est assez intéressant. Ton point de vue, Michel, sur cette plainte et qu'est-ce que ça nous dit? Comment t'analyses ça? Moi, je pense que en fait, Apple est aux abois. La réalité, c'est que c'est pas la première fois que tu le dis, d'ailleurs. Mais non, ça fait déjà pas mal de temps en fait. Leur pari, c'est qu'ils possèdent d'une certaine manière l'interface, la relation avec le client, l'utilisateur, et demain peut-être aussi les données utilisateurs. Tu parlais du Jiminy Cricket, c'est un moyen aussi pour Apple de valoriser en fait ce qu'ils font. Mais peut-être que ça suffit pas en fait, parce que quand OpenAI pompe des secrets chez Apple, ça reste à prouver, mais peut-être qu'ils sont en train de leur piquer la toute dernière arme qui reste à Apple. iPhone. Plus que l'iPhone, mais la nouvelle version de ce que pourrait être un device auquel Apple... Mais encore une fois, c'est l'accès. C'est l'accès permanent à l'utilisateur, leur dernière arme. C'est ça. Ça peut être les écouteurs, ça peut être les lunettes, ça peut être j'en sais rien. Et en fait, OpenAI est en train d'essayer de se frayer une place en fait, sur ce terrain-là. Et Apple... ils sont en train de le sentir. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'ils se dessinent 3 grands empires, on peut dire. Le premier, c'est celui qui va contrôler les modèles, la course aux modèles les plus puissants. Le deuxième, c'est ceux qui contrôlent les terminaux d'accès. Et le troisième, c'est ceux qui contrôlent l'attention. Et en fait, les gagnants vont être probablement ceux qui vont avoir le plus de territoires possibles. 2 ou 3 de ces territoires-là. Apple, ils en ont probablement qu'un, principalement l'accès. Google, ils ont l'attention, Meta, ils ont l'attention, mais OpenAI, quand tu regardes d'un peu plus près, ils commencent à avoir l'accès, ils ont l'attention, parce que je vous rappelle quand même qu'on passe notre temps sur ces machins-là, et ils sont en train d'accéder au terminal. Donc, ils sont en train de se battre pour avoir ces 3 territoires-là.
Et alors, c'est pour ça que je dis que Apple, ils sont un peu aux abois et non, mais il y a un peut-être- truc, il y a un truc de lourd, hein. Si Apple fait une plainte, notamment en Californie, contre OpenAI, c'est qu'effectivement, ils sont en train de sentir le vent tourner. On sait aussi qu'OpenAI a fait un partenariat avec Foxconn, c'est l'assembleur historique de Apple. Donc je pense qu'effectivement, ils sont très très inquiets et qu'ils voient leurs salariés partir en masse chez OpenAI et que effectivement, ça commence à les inquiéter sérieusement, cette histoire. Je dois vous avouer que je suis plutôt en désaccord avec ce que vous venez de dire, dans le sens où je pense pas que ce soit Apple qui soit aux abois. En revanche, je pense que c'est plutôt OpenAI, Ok. pour le coup, qui est aux abois. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez noté, ils n'ont pas un accès véritablement direct, finalement, à leurs utilisateurs. Ils n'ont pas encore le hardware. On attend, alors on a eu toute la hype autour de Johnny Ive et de I.O. Pour l'instant, ça a donné quoi? On sait pas. La question de l'après-smartphone, elle n'est pas nouvelle. On a Meta qui est sur les Meta Glass, qui est censé être un après-smartphone en réalité, auquel d'ailleurs moi Google je fais aussi. Google également, donc type de device d'ailleurs auquel je fais beaucoup plus confiance quelque part que je sais pas c'est quoi le bidule qu'ils vont nous inventer OpenAI. Au-delà de ça, tu as aussi Neuralink. En fait, c'est pas compliqué à mon avis d'aller d'anticiper qu'est-ce que va être l'après-smartphone. Il suffit de regarder ce qui se fait dans la science-fiction. On aura d'abord les métaglaces, et puis ensuite on aura des implants neuronaux qui nous permettront d'opérer directement entre l'homme et la machine. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. On aura Captain Pour dans le l'instant, cerveau, quoi, en OpenAI. gros, c'est ça, quoi. C'est, tu Ouais, te prépares à ça, exactement. Michel? Moi, c'est ce que je trouverais pour le coup vraiment merveilleux. Mais et puis au-delà Mais de ça, je il y a pense que aussi c'est un tout à point, fait c'est que envisageable et plus tôt qu'on ne le pense, effectivement, t'as raison. Oui. Hein, Ouais, mais est-ce que Jérémy. c'est OpenAI? Est-ce que c'est OpenAI qui va le faire? Pour l'instant, il n'y a pas de signe. Il y a beaucoup de Il y a une question de hype. confiance. Il y a- Hein. Moi, je préfère que Apple Alors- me mette un truc dans le cerveau que OpenAI. Hein, Voilà, Alors, mais Carlos, t'as tapé sur le point. La question de la confiance. Mm. Tout le business d'Apple, le grand apport de Tim Cook, ça a été de dire Apple est un univers certes qui est relativement fermé, mais vos données sont en sécurité. C'est ce qu'ils ont affiché lors du CES, c'est ce qu'ils ont affiché dans plein de moments, c'est leur campagne de pub. Vos données sont en sécurité chez nous. Et donc il y a cette question-là, je pense alors on peut discuter de ça, n'empêche que c'est leur élément clé qui leur différencient de marché Donc vis-à-vis mon d'autres cerveau acteurs. sera en sécurité chez Apple, Non, c'est mais- pas certain chez OpenAI, c'est ça Vous ce que trouvez tu pas veux que c'est assez cocasse ce qu'on est en train de dire là? dire. Vas-y, pourquoi? Bah, on vient de parler d'un salarié d'Apple Oui, qui se bien barre sûr. avec tous les secrets d'Apple et on est en train de parler de la puissance de la sécurité des données chez Apple. Non, très honnêtement. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme d'ironie Oui, quand même. il y a un là-dedans. truc quand même. Bon point. Je veux dire, il y Good a un point. truc, mais il y a un truc qu'on a quand même un peu. Attends, zappé, c'est- Michel, ça c'est Captain qui te l'avait mis ou ça tu viens de le sortir toi-même? Non, c'est important que Ça les ressemble à de auditeurs le l'impro sachent. quand même là. hein. Non, franchement là. Non, je sais reconnaître quand c'est Michel, de l'impro. c'est anciens C'est de l'impro et tu vois encore il y a Je reste encore un tout petit peu plus intelligent. que C'est Captain, pas dans mais un son tout oreillette. petit peu. Non, non, ça va. Non, mais il y a un autre truc qu'on a un peu zappé, mais qui est inhérent en fait au modèle de l'IA, au business model de l'IA. Et moi, c'est ce que Satya Nadella a dit il y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez lu ce qu'il a Génial, dit, son ce qui est papier, ouais. assez hallucinant. Ouais. Et en gros, j'ai plus la phrase exacte, mais il dit en gros, on paye 2 fois l'IA, on la paye en token et on la paye en IP, quoi, en données protégées dans nos systèmes, parce que plus on a besoin d'intelligence, puis on a besoin de donner en fait de la data pertinente à l'IA. Et en fait, OpenAI a accès à ça. OpenAI, ils ont accès aux secrets d'un grand nombre de boîtes qui utilisent leur techno. C'est le cas aussi d'Anthropic. C'est pas le cas d'Apple. C'est pas le cas d'Apple. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que c'est pas de la valeur qui est exposée, c'est hors marché, hein, parce qu'on peut pas dire qu'on va valoriser ça, mais c'est quand même de la valeur. Et Oui, Google en a fait son business, je vous le business, tout rappelle son quand business, même. Mais c'est pas le Donc- marché d'Apple. C'est pas le marché d'Apple. le marché Ouais, C'est mais, quand même un mais marché. justement, mais Damien, c'est d'accord. C'est justement Mais ça. tu parles du passé. C'est peut-être pas le marché d'Apple, mais peut-être que le marché a complètement changé et que Alors, le marché attends. maintenant est devenu un marché d'intelligence et que justement Apple n'est pas adapté pour un nouveau marché qui n'est plus un marché de l'information, mais un marché de l'intelligence.
C'est très possible. C'est très possible. Le truc, c'est quand je reviens sur la question de l'intention, c'est qu'aujourd'hui, Siri, tel qu'il avait été présenté il y a 10 ans et même dans les versions ultérieures, c'était un peu à nouveau Gemini Cricket qui est là et qui t'aide à plein de trucs. Ils y arrivent pas. Très bien. On va voir s'ils vont y arriver avec Google Gemini. La version là avec Gemini, c'est pas mal. Hein, c'est pas trop mal. C'est ce que je veux dire, c'est qu'ils sont sur leur marché, qui est leur marché de grand public et d'un outil qui rend service à la bicyclette pour l'esprit, comme disait Jobs à propos du Mac. Le truc, c'est qu'effectivement, soit le marché change complètement et qu'on bascule sur autre chose, et donc du jour au lendemain, il se retrouve ringardisé à la manière d'un Nokia, je ne pense pas. Mais cependant, effectivement, il peut y avoir une bascule. Et je pense que c'est ce sur quoi essaye de miser un OpenAI qui, même tu le disais, Michel, à beaucoup d'entreprises travaillent avec OpenAI. Pour moi, OpenAI reste aujourd'hui un acteur qui est plutôt majoritairement grand public. Dans sa posture, si tu veux. C'est en train de bouger. T'as vu les chiffres bouger, là, hein, récemment, Codex, récemment les chiffres de Codex, et 5, la 6, manière là, dont ouais. ils sont en train de Ils se sont rattraper le récupérés sur retard Codex. par rapport. Ils se sont récupérés sur Codex. Carrément. Ils ont bien compris qu'il y avait un truc là-dessus, bien sûr. On va en parler dans le prochain sujet. Mais tout ça pour dire qu'il y a un enjeu qui est hyper intéressant, qui est qu'en gros, se dire qu'ils veulent essayer de voler des informations, si tel est le cas, pour savoir-faire, pour de savoir-faire, effectivement, ça peut être un moyen de torpiller. Ça peut être aussi un moyen d'apprendre d'un savoir-faire unique, de savoir de conception technologique, parce que Apple a quand même un savoir-faire extraordinaire. Prenez que le Vision Pro, qui certes s'est planté, mais qui est une merveille, une Rolls technologique absolue. C'est un vrai questionnement. Jusqu'où ils sont. Moi, je pense que comme dit Michel, OpenAI sait tout de toutes les entreprises du monde entier qui utilisent OpenAI. C'est justement ce que Alex Karp appelle le weight et l'alpha. Et ça, ils l'ont récupéré. Il y a une entreprise sur Terre sur laquelle ils n'ont récupéré aucun weight et aucun alpha. C'est Apple. Donc, ils sont en train de le récupérer de façon classique et traditionnelle, en récupérant des salariés, des choses comme ça. Et effectivement, ça leur servira pour fabriquer leur nouveau device. Je fais un petit aparté parce que je ne peux pas ne pas mentionner, bien évidemment, le vendredi, Apple dépose la plainte et dès le samedi matin, qui est-ce qui arrive en pompier pyromane? L'ami Musk, hein. Et il lâche tout. Il appelle Sam Altman Scam Altman et il fait un tweet, je vous le montre en marquant Scam Altman a encore frappé. Il parle de Sam Altman, il dit qu'il adore arnaquer plus que n'importe quel être humain et il publie une photo d'Altman avec cette légende. Je fais ça parce que j'adore ça. Et il commente et il dit, quand il dit ça, il veut dire arnaquer les gens, bien évidemment. C'est un petit clin d'œil et s'ensuit toute une conversation avec Sam Altman où il explique qu'après avoir volé une association caritative d'intelligence artificielle, maintenant tu as volé toute la techno de Apple. C'est quoi le prochain coup? Ce qui fait écho d'ailleurs un petit peu à ce que tu dis, hein, Michel, à ces labs qui dépossèdent les entreprises de leur alpha. Et Sam Altman qui réplique en disant « Mon gars, c'est toi qui vends des centres de données bidons dans l'espace à des investisseurs ?» Bon, bref, c'est vraiment la cour de récré. Et Musk lui dit « Viens voir les lancements l'année prochaine si ton agent de probation te le permet. » En gros, tu vas aller en tôle coco, quoi. En gros, c'est ça ce qui est dit. C'est assez formidable ce qu'on voit. Non, bon, le spectacle est grandiose, Jérémy, non. On est dans du pur spectacle de la Silicon Valley avec... on est dans des acteurs qui tiennent leur rôle, quoi. Je vais encore faire le fanboy de Musk, mais il a un peu raison. Je suis désolé. Quand tu vois le nombre de procès contre OpenAI, bon alors pour une fois, la plainte elle est pas contre Sam Altman cette fois-ci, mais contre OpenAI et puis les deux personnes physiques dont on a parlé. Quand tu vois ce qui a été révélé par le procès Musk, Altman, enfin OpenAI et compagnie, tu te rends compte, et pour le coup, moi, je ferais pas confiance, je dirais, aux perspectives d'OpenAI. Pourquoi? Parce que on sent vraiment qu'ils ont une mentalité pirate qui vise à arnaquer les uns et les autres. C'est impossible de leur faire confiance. Tu signes un partenariat avec eux, en fait, ils font tout pour te doubler. Et ça revient à ce que je disais... Au début, OpenAI est vraiment aux abois. Pourquoi? Parce que demain, si la bulle IA éclate, Apple sera toujours sur ses deux pieds. En fait, leur business model ne reposant pas dessus, peut-être même qu'ils pourront racheter OpenAI, je sais pas. Et leur cash. Tandis que OpenAI, de son côté, joue son va-tout.
il faut vite qu'ils arrivent à avoir leur navigateur, il faut qu'ils aient leur device, il faut qu'ils aient leur système d'exploitation, il faut qu'ils arrivent finalement à être indépendants et à sortir de ce côté entreprise qui fabrique des modèles. En plus, c'est pas eux qui fabriquent les meilleurs modèles, ils sont pas numéro 1, c'est Anthropic qui est numéro 1 finalement. Et donc finalement, le fait qu'ils aient embauché des gens de chez Apple, enfin, j'attends toujours de voir parce qu'ils ont un Chief Hardware Officer. Il est où le hardware en fait, concrètement? Écoutez, on va voir tout ça, on va en tout cas suivre ça de très près dans Silicon Carnet, mais c'est clair que on a vraiment l'impression que le license to kill, il est sur OpenAI. Tout le monde veut la peau de Sam Altman et de OpenAI. Les procès, comme tu le disais, s'enchaînent. Et c'est de mauvais augure quand tu vas rentrer en bourse parce que bien évidemment, il faut discloser tous ces dossiers et tous ces procès. C'est difficile de rentrer en bourse quand t'as un procès avec Apple. Bon, celui avec Elon Musk, là, visiblement, la page est tournée, même si Elon Musk dit qu'il veut faire appel. Je sais pas d'ailleurs s'il l'a fait appel ou pas, de la décision du dernier procès qu'il avait intenté contre OpenAI et Sam Altman. Mais ça, c'est clair qu'on a l'impression que tout le monde veut abattre OpenAI. Allez, on continue sur le sujet d'après. Justement, on va parler des modèles. On va faire le point sur qui est en tête sur ces modèles frontières. Le 8 juillet, Elon Musk sort Grok 4.5, un modèle de 1500 milliards de paramètres. Enfin, c'est juste, je sais plus quoi en fait. Là, on atteint c'est l'Himalaya. Et c'est le premier modèle à avoir été entraîné avec les données de Cursor. Le tarif affiché, $2 par million de tokens en entrée. C'est 4 fois moins cher que Opus ou GPT 5.6. Donc là aussi, j'aimerais bien avoir ton point de vue. C'est pour ça que je voulais que tu sois là, Michel, parce que le prix des tokens, ça devient un élément. J'ai l'impression que tout le monde sur les modèles sont dans un mouchoir de poche et que la guerre maintenant, elle a lieu sur le prix des tokens. Et le lendemain, le 9 juillet, OpenAI réplique avec GPT 5.6 et sa famille de modèles Soul, Terra, Luna, Ultra. Le même jour, Meta débarque avec Muse Spark. Et au milieu de tout ça, on a Claude Fable 5 d'Anthropic qui tient toujours la tête sur la plupart des benchmarks. C'est assez marrant d'ailleurs là-dessus, peut-être votre point de vue là-dessus, mais quand on voit la rapidité et la vitesse à laquelle les modèles sont aujourd'hui released, on peut se poser la question, Michel, est-ce qu'on n'est pas déjà dans la singularité? Et d'ailleurs, Elon Musk a annoncé qu'il lancerait une mise à jour de son modèle frontière tous les mois. Donc là, je pense que, je sais pas ce que t'en penses, Michel, mais je pense que ça y est, on est dans le récursif là. C'est-à-dire que c'est pas possible que ce soit les humains qui mettent au point aussi rapidement ces modèles-là. C'est forcément une IA qui fabrique les prochaines IA, les prochains modèles. Il n'y a pas une boîte de tech qui se tient aujourd'hui qui fait pas au moins 90% de son code par de l'IA. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ouais. Nous, on a démarré Captain, 90% du code, même plus, est fait par de l'IA, évidemment. Donc, la récursivité, c'est-à-dire cette capacité des modèles d'IA à s'améliorer grâce à l'IA, c'est une évidence. Même les puces, même la puissance est améliorée par l'IA, puisque les puces sont optimisées par l'IA, et même la data est générée par l'IA. Donc en fait, tu as une triple récursivité qui fait que la courbe elle est massive, qui fait que Claude sort une feature quasiment tous les jours, qui fait que Musk ses sprints c'est des sprints il dit d'un mois, mais en réalité ils sont beaucoup plus courts que ça. Donc non, mais ça, c'est vachement important, Michel, ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que ça y est, on est dans la singularité. Alors, on est peut-être au genou de la courbe de singularité. On n'a pas encore vu l'exponentielle se déployer, mais ça y est. Je pense qu'on est rentré dans on est rentré là, ça y est. Je pense qu'on est rentré dans la singularité il y a déjà 5-6 mois. Okay. Un des indicateurs, ça a été quand, par exemple, le patron de Spotify a dit « Moi, c'est terminé, mes développeurs, ils n'ont plus pondu une seule ligne de code depuis 1 ou 2 mois, et c'était au début de l'année. » Donc, le point d'inflexion, on le vit déjà, et on l'anticipait en juin dernier. Je me rappelle, je recevais Karim Beguir, qui est le fondateur d'une boîte d'IA, qui expliquait que ce point de singularité, il le voyait venir
à la fin de l'année, et c'est le cas. Hein. On l'a reçu à TEDx Paris, il l'a expliqué, et il l'explique merveilleusement bien. Vous pouvez voir le talk en ligne si vous le souhaitez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux sujets. Il y a le point de singularité d'une part, et puis il y a l'AGI d'autre part. L'AGI... Est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent, et je sais qu'il y a aussi des gens qui écoutent Silicon Carnet qui débutent dans la fonction et qui n'ont pas. Comment tu ferais la différence entre la singularité et les GI pour que la singularité, c'est un phénomène qui vient de l'astrophysique en fait, les astrophysiciens définissent le point de singularité comme étant un point à partir du moment où quand tu rentres dans un trou noir, tu peux plus ressortir de ce trou noir. Tu es happé par le trou noir. Et donc Ray Kurzweil dans les années 70 et puis un peu plus tard avec la Singularity University a vraiment conceptualisé cette notion de singularité en reprenant le concept d'astrophysique et en disant on va rentrer dans une ère où la technologie va aller si vite, on va accélérer tellement vite qu'on va pas pouvoir revenir en arrière. On va être happé dans un nouveau monde. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. L'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, qui est ce point. Alors, il y a des gens qui se battent sur les définitions. Moi, j'ai une définition très très simple de l'AGI qui consiste à dire qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle est plus intelligente que toi sur quasiment tous les sujets que tu adresses, en fait, on a atteint l'AGI. Et à partir du moment où tu as la grande majorité, la très très grande majorité, 99% de la population humaine, qui est dépassée en termes de capacité de raisonnement par une intelligence artificielle, en fait, on est déjà rentré dans cette ère. Et c'est déjà le cas depuis plus de 12 mois, en réalité. Donc pour moi, alors je sais qu'on est des experts ici, on peut passer une journée entière à débattre sur cette définition-là. Mais moi, ma définition, elle est assez simple. Sauf sur l'humour. Sauf sur l'humour, c'est capable de drôle. Sur l'humour, le second degré et le calcul des airs. Non, ça s'est pas fait sur le calcul des airs. Mais sur ça, l'humour, ça. certains utilisent. Moi, je connais des humoristes qui utilisent l'IA. Alors, pas forcément pour écrire. Je connais des gens aussi qui sont pas très drôles. Hein. Qui prétendent l'être et en fait qui ne. Je connais des gens qui sont. Et on connaît des humoristes qui ne sont pas très drôles aussi. Voilà, comme ça, la boucle est. Et qui n'utilisent pas l'IA. Peut-être qu'ils écrivent avec l'IA. Non, donc l'AGI, on y est aussi déjà. Donc c'est ça aussi qui est important. Moi, je pense qu'on est rentré dans une ère où en fait la puissance du modèle frontière, c'est vraiment plus le sujet. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est le ratio puissance versus coût au million de tokens. Et à partir du moment, on a vécu ça à partir du moment où les Chinois s'y sont mis. Et ils ont commencé à vraiment casser les prix, c'est-à-dire que les DeepSeek, les Kimi, tous les modèles, les Qwen, etc., qui ont commencé à diviser par 5, par 10 les coûts des modèles frontières. Et là, Musk, il n'est pas con, il a compris le truc. Il a parfaitement compris. Et Grok 4.5, la force de Grok, c'est qu'il arrive quasiment au niveau de Opus 4.8, il est au niveau de... il talonne 4.8, mais à un prix qui est 3 fois, 4 fois moins cher. Et il talonne 4.8 à un prix beaucoup moins cher pour une raison très très simple, c'est qu'il contrôle la puissance de calcul, le modèle, l'outil de coding avec Cursor, bien évidemment, qui permet justement cette singularité, ce récursif coding qui alimente le modèle et qui crée des nouveaux modèles. Et ça, c'est du jamais vu. Je vous donne la séquence Musk de ces 6 derniers mois. C'est assez, moi, je suis désolé, je vais encore faire mon Musk fanboy. J'en avais parlé sur les data centers en disant que quand même, il y a encore ne serait-ce que 8 semaines, SpaceX n'était pas un hyperscaler. Et depuis 8 semaines, ils sont devenus le 4e hyperscaler après AWS, après Microsoft Azure et après Google Cloud. Mais là, la séquence de Musk sur ces 6 derniers mois, on la rappelle parce qu'elle est quand même juste magique. En février, il fusionne SpaceX et xAI pour créer une sorte de mastodonte à 1250 milliards de dollars. En juin, il s'introduit en bourse avec SpaceX sur le Nasdaq. C'est l'introduction, on en a parlé la semaine dernière, la plus grosse de l'histoire, plus de 2000 milliards de dollars de valorisation. Et il rachète, dans la foulée, il rachète aussi Cursor pour 60 milliards. Et derrière tout ça, il y a Colossus, le supercalculateur de Memphis, 500 000 GPU qui tournent, 2 gigawatts de capacité.
tout ça construit en 122 jours, parce que le génie de Musk, c'est pas simplement d'avoir cette infrastructure, cette puissance de calcul, mais c'est d'être en capacité à créer ces puissances de calcul dans des temps records. Il a craqué un peu de code, je sais pas, il y a une sorte de magie noire. C'est d'ailleurs pour ça que Google va lui acheter de la puissance de calcul, parce que Google n'est pas capable de sortir des data centers aussi rapidement de terre. Tu te souviens ce qu'on disait tout à l'heure sur OpenAI et le fait qu'il capte Musk, il est exactement dans la même position, mais juste sur le layer d'en dessous. C'est-à-dire que c'est Anthropic qui va acheter de la puissance de calcul chez Musk, et donc il a accès aussi d'une certaine manière, même si c'est pas valorisé, même si ils n'ont pas le droit légalement d'y avoir accès, mais en réalité, il porte l'écosystème, il porte l'écosystème Anthropic. Et encore une fois, par rapport aux 3 grands empires que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire l'accès aux modèles, contrôler les modèles, Musk contrôle le modèle. Et il a un modèle qui est très performant. Alors, c'est pas le plus performant du marché, mais dans le ratio, c'est le meilleur. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleur ratio que Grok 4.5. Il y a un truc très intéressant, parce que je voulais vous montrer ce graphique de Artificial Analysis qui montre que pour la première fois, on a 4 labos américains qui sont simultanément au stade frontière de l'intelligence artificielle: Anthropic, OpenAI, Meta. Alors, je sais pas, vaudrait le coup d'analyser un petit peu ce que fait Meta là-dedans, et SpaceX AI. Mais il y a un grand absent, et on avait été très bullish il y a quelques mois sur Google. Gemini n'y est pas. Il n'est pas dans ce modèle frontière. Gemini 3.5 Pro, il est en retard, il n'est toujours pas sorti. Et ce qu'on voit, c'est surtout le retour en force de Grok parmi ces 4 modèles. Donc encore une fois, là, c'est pareil. Le mec n'était pas dans les hyperscalers il y a 8 semaines. Il n'était pas non plus dans les frontières modèles il y a 8 semaines. Et là, en l'espace de 8 semaines, le mec arrive, il est un hyperscaler, il vend même à Google. Et son modèle Grok, que tout le monde disait non, mais c'est pourri, c'est naze, etc. Maintenant, il est parmi les 4 principaux. Et c'est intéressant parce qu'il a une position très intéressante stratégiquement, parce que ce que tu racontes, et je fais écho à ce que tu dis, Michel, ni OpenAI, ni Anthropic, ni Google ne possèdent l'ensemble de la chaîne dont on vient de parler. OpenAI et Anthropic, ils dépendent d'Amazon, ils dépendent de Google. Anthropic dépend même de SpaceX en termes de serveurs. Et Google, il a le calcul, bien évidemment, il a la distribution, mais il n'a pas ce modèle frontière. Donc là, les cartes ont été entièrement redistribuées. Jérémy. Ce qui est passionnant finalement, avec ce que Musk est en train de faire. Et d'ailleurs, comment savoir que c'est un génie? Il suffit de voir quel type de presse le critique, en particulier la presse française. Donc ça veut dire que c'est clairement c'est un prophète, quoi. À ce stade-là, c'est un gage de qualité. Quand la presse française dit du mal de toi, c'est qu'en général, moi je vois qu'il y a 3 points où vraiment Musk est en train de faire un truc absolument incroyable, et pour le coup en termes d'avenir, je pense que c'est vraiment lui qu'il faut suivre. C'est que, comme tu l'as dit, Michel, il y a le premier point, c'est la question d'efficacité, de la rentabilité du modèle, donc le fameux ratio token, coût, modèle... Intelligence par dollar. C'est ça, aujourd'hui. Grosso modo, voilà. Donc Musk l'a dit, puisque il l'a tweeté, que lui, au final, il veut pas forcément avoir le meilleur modèle, mais en tout état de cause, il veut avoir la meilleure rentabilité, la meilleure efficacité, le meilleur ratio. Et tu crois pas qu'il a compris ça des Chinois, justement, comme disait Michel? Je pense qu'il a appris ça des Chinois. C'est exactement ce qu'on disait dans un précédent Silicon Carnet, c'est qu'en effet, c'est la stratégie chinoise quelque part. Alors, je m'y connais plus trop en voiture, mais grosso modo, on veut pas faire du très haut de gamme, mais on veut faire une bonne bagnole avec un bon ratio. Il y a quand même un autre point, il y a 2 autres points aussi qui sont essentiels, parce qu'on parle beaucoup de tech, c'est normal, on est chez Silicon Carnet, mais il faut voir aussi, j'ai envie de dire, le commun des mortels. Comment est-ce qu'on fait finalement pour utiliser l'IA dans les entreprises, dans les processus métiers? Ça, c'est quand même une barrière aujourd'hui qui n'est pas encore, c'est pas un sujet qui est complètement résolu. Aujourd'hui, tu as encore beaucoup d'entreprises qui ne savent pas comment inclure l'IA dans leur processus métier, alors que s'agissant d'Internet, quand tu as Internet, il te faut un site Internet. Ça, tout le monde comprend à peu près. Et une preuve ici, regarde, c'était le métier de Michel avant. Michel a complètement abandonné la mission. Il dit, ça sert à rien, on n'y arrive plus. Et c'est pour ça qu'il fait capitaine. C'est qu'il sait très bien que c'est peine perdue, cette histoire. Non, j'ai pas dit ça. Je dis, attends, non, j'ai pas dit ça. Très honnêtement, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que les entreprises
ont un tel retard, qui est pas dû d'ailleurs à leurs équipes, qui est C'est probablement pas- dû c'est d'abord pas un regard technique. à leur... qui est dû principalement à leurs La dirigeants. culture. Et à la C'est un culture. retard d'usage, hein, pas C'est un technique. retard. hein. C'est un Non, retard non, c'est pas d'usage du tout un de- retard technique, c'est un retard de culture. C'est-à-dire qu'ils essaient d'abord de plaquer les vieux process. Ils essaient aussi de suivre un mouvement, mais en réalité, ils n'ont pas compris que d'abord le legacy va être un vrai problème. Ceux qui ont des vieux processus vont crever littéralement face à des nouveaux acteurs qui vont penser leur processus avec l'IA. C'est un vrai sujet pour les grands groupes. Et puis, il y a aussi la peur. Moi, je l'ai déjà dit, je crois, à Silicon Carnet. Il y a 1 an, quand je faisais des confs dans les grands groupes, j'avais 80% de curieux dans la salle. Les gens étaient sur l'IA, hein, les gens étaient super curieux. Il y avait toujours 20% de récalcitrants et de réfractaires. Mais là, j'ai 80% de réfractaires. Des gens qui sont flippés sur l'IA. Et ça, c'est vraiment un très mauvais signal, particulièrement en France, contrairement à d'autres pays où il faut qu'on bouge en termes de culture. Il faut vraiment qu'on adopte On va pas y une arriver culture parce que, de comme pirate. disait Jérémy avec la presse française, hein, j'en ai parlé encore la dernière fois, quand tu regardes la une du Monde diplomatique, tout le monde déteste l'IA. Et c'est pour ça que je vais à Aix-en-Provence la semaine prochaine pour essayer de réenchanter, parce que très honnêtement, il y a plus de doomers que de techno-optimistes autour de nous. Hein. On essaye de faire flipper tout le monde. Bien sûr, puisque ça demande un peu de se réinventer, mais enfin c'est comme ça quand il y a une rupture technologique. Et puis le troisième point que je voulais aborder au-delà des usages qui sont en B2B, surtout en B2B et en B2C, c'est la question de l'industrie et des infrastructures. En fait, Musk, c'est le seul à avoir les trois, quoi. C'est avoir cette vision rentabilité, modèle, token, coût, etc. Cette vision application B2B, B2C, notamment parce qu'il n'a pas que des entreprises en tech, mais entre SpaceX et Tesla, à mon avis, doit tester plein de trucs, justement pour voir comment l'IA s'intègre dans les processus métiers. Et ce côté industrie où, quelque part, il a les infrastructures avec les data centers, mais aussi cette vision avec la robotique qui va être évidemment implémentée avec de l'IA. Et finalement, c'est le seul à avoir, je trouve, cette vision d'avenir. C'est-à-dire que quand je vois ce qu'il fait, je comprends où il veut aller. Là où on parlait d'OpenAI tout à l'heure, qui veut rattraper quelque part son retard sur le hardware, ou en tout cas l'accès direct à ses utilisateurs, tu vois au contraire que l'écosystème Musk est en train de construire le futur entre le robot et l'hybridation homme-machine. Moi, je trouve ça passionnant et pour le coup, là, il y a vraiment des preuves de ce qu'il annonce. Tu crois quand Musk dit SpaceX vaudra plus que la Terre entière si on atteint nos objectifs, c'est-à-dire qu'il dit ça, hein, lui il dit. Pour le moment, je suis désolé, mais à chaque annonce, il délivre quoi. Plusieurs éléments. Le premier, c'est que, comme tu le disais, Jérémy, ce que je trouve intéressant avec Musk, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gars, c'est que c'est un joueur d'échecs. Donc, autrement dit, il a déjà 3-4 coups d'avance. Et il a une vision globale. D'ailleurs, par exemple, quand on disait il a racheté X pour faire une super app, non. En fait, il a racheté X qui est lui-même une pièce du puzzle d'un grand puzzle et qui au final sera pas une super app mais une super archi. Une super architecture dans laquelle tout est intégré et cohérent. Puisqu'on oublie un truc dans l'histoire, il y a les télécoms. Ça c'est Starlink. Ça. Oui, mais attends. Mais X Starlink, pour moi, c'est la distribution. Il a acheté un média. Voilà, je te parle de l'attention. Mais de mes côtés, là, je te parle de l'infrastructure globale. Tu rajoutes dans l'histoire, je ne parle pas de Neuralink, mais tu rajoutes dans l'histoire les télécoms et un moyen qui permet avec de l'intelligence de distribuer des télécoms, de bypasser tous les opérateurs existants, etc. Bref, on n'est pas au bout de nos surprises en termes, on va dire, de capacité à effacer des business complets. Et ça va arriver. Premier point. Deuxième élément, il a tout à fait compris effectivement cette question de ratio. J'ai pas le meilleur modèle, etc. Là où je me pose une question, c'est vis-à-vis des entreprises qui aujourd'hui pataugent effectivement parce qu'elles savent pas où elles vont. Et je suis d'accord sur la question de la culture. C'est le terme numéro 1. C'est vrai, il est complètement absent de ces entreprises. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que les acteurs... Je pense que les entreprises, alors je vais y venir, les entreprises aujourd'hui pataugent sur le fait de, ok, alors ça change tous les 4 matins, je choisis qui, je choisis quoi, comment, où je vais. Et là, donc ça, je pense que c'est pas, pour l'instant, c'est pas une bonne solution. Enfin, pas seulement lui, mais cette instabilité vis-à-vis des entreprises, des modèles et de leur classement n'aide pas les entreprises qui, par exemple, avaient choisi du Google, qui se disent, ah ben finalement, est-ce que j'ai bien choisi parce que Google, il est pas dans le truc et peut-être que dans 3 mois, il y sera. Donc ça, je pense que pour l'instant, ça va pas régler le problème.
Là où je trouve encore plus intéressant la vision de Musk, c'est cette vision radicale qu'il a. En clair, il a voulu faire Grok, qui était une sorte de chatbot-like OpenAI, enfin chat GPT-like, ça marche pas. Ok, on rachète Cursor parce qu'on a compris que l'avenir il est là. Et boum, d'un seul coup, je me remets dans le On jeu. rachète Cursor aussi parce que tous les mecs de XAI qui sont les cofondateurs avec qui, enfin la Primo Team, ils sont tous barrés. Donc il avait plus de team et il a récupéré Cursor qui est une team juste démentielle. Les gens de Cursor, ce sont des génies sur Terre. Hein. Donc je sais pas s'il va arriver à les garder ou est-ce qu'il va les épuiser ou les consommer parce qu'il a les gens chez SpaceX se périment comme du petit lait, hein, donc on verra, mais en tout cas il a une super team avec Cursor, c'est clair. Oui, mais il rachète la team, il rachète l'IP, il rachète le savoir-faire, il rachète des données et qui ont permis d'entraîner le modèle, il achète des parts de marché, même si le modèle Cursor s'est un peu cassé la gueule et que des parts de marché ont été prises. Ça va faire 10 milliards de chiffres à la fin de l'année. Hein, oui, mais les parts de marché ont peu baissé vis-à-vis de Claude. Mais il est là, donc il est revenu dans le marché. Et moi, je suis fasciné par cette capacité à dire, allez, j'arrête les bagnoles, je me mets à faire des robots, j'arrête de faire ce que je fais aujourd'hui avec Grok et j'intègre du Cursor à 60 milliards et on revient dans la course. Donc, c'est ça que je trouve assez fascinant. Non, mais c'est fascinant. Et ça, il l'a. Pourquoi? Parce qu'il a justement X, il a ce média qui lui permet de distribuer son storytelling. C'est pour ça qu'il a. Personne d'autre, aujourd'hui, n'a cette capacité à maintenir pratiquement... comme un gourou, quoi, il est dans la tête, il est dans la conversation. Regardez, on en parle aujourd'hui et on suit Musk sur X à longueur de journée. C'est génial, en fait, cette course-là. On a les Chinois qui, nous ont fait la saison, je ne sais pas combien, 3 à 4 pendant 6 mois. Là, on est en train de rentrer dans une nouvelle séquence. Probablement poussée par Musk et peut-être par Meta. On va voir ce qui va passer avec Gemini, mais c'est loin d'être terminé, cette affaire-là. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que sur un plan économique, on est en plein paradoxe de Jevons, en fait. Ouais. L'intelligence devient moins chère, la demande explose et elle explose plus vite que l'efficacité en fait de ces modèles. Vous dites ouais, on a du mal à les intégrer. Peu importe, la demande elle explose et ça c'est super intéressant. On parlait de Alain Madelin et il se trouve que j'ai bu un café avec lui ce matin et il me disait un truc super intéressant comme quoi le CPU l'agent ou alors l'agent peut-être qu'il est sur Captain hein, il travaille vite. Pas encore. Mais il disait un truc très intéressant, il disait j'écoute tous les politiques aujourd'hui et quand ils réfléchissent à l'intelligence artificielle économiquement, leur pensée, elle est industrielle. Alors que on n'est plus du tout dans une pensée industrielle. Cette économie de l'intelligence n'a strictement rien à voir. Il parlait notamment de Gabriel Attal, qui comparait un petit peu l'industrie de l'IA avec l'agriculture. La PAC. Et il me disait, c'est complètement con, parce que l'agriculture, on est sur un truc qui est fini, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une matière qui a un nombre fini, alors que l'intelligence devient complètement infinie. Et donc, tous les systèmes économiques sur lesquels reposent nos sociétés vont voler en éclats. Et ça, c'est super intéressant. Il y a un point qui marche sur tout ça, c'est que... Jérémy, vas-y, Jérémy. Ouais. Si je peux faire juste une parenthèse, puisque tu parlais d'Alain Madelin, parenthèse économico-philosophie politique, ce qu'on est en train de vivre avec l'IA, là on évoquait Gemini, Meta, le coût des tokens qui baissent, les modèles qui sont de plus en plus puissants, etc. Je pense que c'est une belle démonstration de ce qu'est le libéralisme, le capitalisme et l'avantage en termes, je dirais, de niveau de vie et d'accroissement du niveau de vie et de productivité qu'il permet aux populations, et j'ai envie de dire même aux populations du monde entier. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a en France cette vision très colbertiste où nous, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait dit bon bah on va créer une compagnie générale de l'intelligence artificielle. Ouais. On va subventionner ça, je sais pas trop comment. On va mettre un énarque à la tête, et puis à la fin, on serait toujours à GPT 1.0 au bout de 20 ans, quoi, tu vois. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que quelque part, ça montre un peu. Je pense qu'on peut montrer aux gens concrètement, bah voyez ce qui se passe quand on a des entreprises qui sont en concurrence, des capitaux qui entrent en concurrence. Il y a des partenariats, il y a des boîtes qui vont fermer, il y en a qui vont réussir, il y a des gens qui vont s'enrichir énormément
comme Musk, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, il y a un enrichissement global pour le coup de ses salariés en particulier, mais aussi une nouvelle offre de services qui arrive dans la population. Donc je trouve ça intéressant. Je sais pas si vous allez en parler avec Aix-en-Provence, mais je trouve que c'est un cas pratique, voilà, qu'on est en train de vivre. Voilà à quoi amène le libéralisme. Et auquel jouent d'ailleurs les Chinois. Et auquel jouent les Chinois, mais qui sont pas... Les seuls qui jouent pas, c'est les Européens. C'est les Européens. Mais on nous, on a signale la quand même, compagnie générale de l'intelligence artificielle qui s'appelle Mistral, quoi, tu vois. Ouais, mais Non, mais, justement, attendez. sur les Européens, petit aparté, vous l'avez vu, je l'ai vu hier, il y a un nouveau modèle open source, mais cette fois, ce n'est pas Mistral, c'est un modèle open source allemand qui vient de sortir et qui performe très très bien. Bah, nous, en Europe, on se tire la bourre entre nous, quoi. On se fait notre concurrence à nous, mais elle n'est pas capitalistique, quoi. C'est ça. Non, mais regardez, encore une fois, ce qui compte, c'est intelligence versus token. Si tu regardes la courbe intelligence versus token, mais Mistral est dernier, quoi. Ça coûte super cher pour une intelligence relativement faible. Là où, aujourd'hui, en Europe, tu vois, par exemple, Muse n'est pas disponible en Europe. Là où Grok 4.5, il y a 2 jours, n'était pas disponible en Europe. Ils l'ont ouvert hier, je crois. On l'a intégré hier, donc ils l'ont ouvert hier. Muse va être disponible probablement dans les 2 semaines qui viennent. C'est toujours un petit effet retard comme ça, mais on est systématiquement, après avoir suivi les Chinois, en train de resuivre les Américains, mais il n'y en a pas un aujourd'hui qui est en mesure de se battre en fait sur ce terrain-là. Mistral aurait une carte à jouer, baisser drastiquement les coûts et avoir un ratio extrêmement faible, même si son intelligence n'est pas frontière. En revanche, d'avoir un coût extrêmement faible. Mais ils ne peuvent pas le financer, ce coût-là. Le problème, c'est le financement derrière, c'est ça. Bien ils sûr, ne peuvent pas le financer aujourd'hui. Après, l'Europe a un coup à jouer avec l'open source. Moi, je suis convaincu que l'Europe... Mais l'open source, il faut l'héberger, hein, Damien, n'oublie pas. Hein, on est d'accord, mais je pense quand même qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Peut-être que l'Europe jouera le coup d'avoir des IA qui sont peut-être, on va dire, plus familiers, enfin, dans certains secteurs ou plutôt niches, c'est à voir. Mais ce que je retiens quand même de ce que disait notamment Jérémy, c'est le fait que finalement, on est cette notion de commoditisation. En gros, on a de l'IA maintenant comme on a de l'électricité, quoi. En gros, tu vas choisir à la rigueur un fournisseur d'électricité parce qu'il est plus vert ou il est moins 10% sur le prix réglementé. Là, on se retrouve quelque part avec cette logique de prix au token. On se retrouve versus efficacité. On se retrouve un peu dans un modèle comme celui-là et je trouve ça hyper intéressant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un moment un acteur, et je reviens à ma question de l'entreprise ou des entreprises qui vont peut-être dire ouais, mais attendez les gars, moi c'est le bordel pour moi, là j'y comprends rien, je sais pas où je vais, qui je prends, comment. Donc soit vous avez un Microsoft qui va émerger, c'est en gros comme toutes les entreprises qui va prendre le marché parce que quand tu prends du Microsoft dans l'entreprise, c'est super, t'es une DSI, tu ouvres le parapluie, tu dis moi j'ai pris du Microsoft, je suis tranquille. Donc soit on verra apparaître un truc comme ça. C'est plus subtil que ça. Mais oui, je suis d'accord. Mais je suis d'accord, mais je fais ça à grosse maille. Soit un acteur qui va venir, un over the top, qui va venir par-dessus, et j'en reviens à mon histoire de provider, c'est-à-dire en gros un acteur qui pourra te dire, comme aujourd'hui on a des fournisseurs d'électricité d'ailleurs, je vous fournis le meilleur prix au meilleur moment, parce que derrière sur le marché de l'électricité, il va chercher la bonne électricité au bon endroit, que ce soit chez les Allemands, les Français ou autres. Est-ce qu'il y aura un acteur qui lui-même va être un peu un over the top, qui dira, moi je vous fournis le meilleur token au meilleur prix, vous inquiétez pas, et ce sera peut-être du Grok, de l'OpenAI ou que sais-je. Je sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est... Moi je retiens un truc surtout de ce que dit Jérémy, c'est que on refuse de jouer cette bataille capitalistique. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on la refuse, parce que c'est ça fait déjà un petit bout de temps qu'on voit ça. Comment on essaye de mettre en place des réglementations. C'est quoi la réglementation? Ça permet d'éviter la concurrence. C'est à ça qu'elle sert, la réglementation. Et donc ça fait déjà un bout de temps. Donc on fait de la capture réglementaire pour éviter d'être concurrencé par des modèles étrangers. C'est ça, tout le propos de la Commission européenne et Thierry Breton, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et on fait de la capture budgétaire en disant on est français, machin, donc en gros, donnez-nous les contrats, sinon vous n'êtes pas de bons français. Eh ben, qu'est-ce qu'on se rend compte que cette démarche-là, c'est-à-dire de capture réglementaire pour éviter la concurrence internationale et de capture budgétaire, elle ne crée pas de l'excellence.
Résultat, on le voit bien là, quoi. Ceux qui sont excellents, c'est ceux qui acceptent la concurrence, la compétition, et c'est ceux qui acceptent aussi de jouer selon les règles du capitalisme. Et les 4 principaux modèles frontières aujourd'hui, ils sont tous américains. Alors on va encore dire que je fais du pro-américain, mais voilà, regardez. Sauf si la volonté de mettre des barrières avait pour objectif non pas de verrouiller le marché, mais de te faire gagner du temps en essayant de faire en sorte qu'il y ait de l'injection massive d'argent pour pouvoir développer des modèles face à la concurrence. Ce n'est pas le choix qui a été non, mais c'est pas qu'il y a pas. Oui, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc logiquement, on est effectivement, comme tu le décrivais dans ce modèle-là, on met 4 murs et on grève, on lève l'impôt, mais cet impôt-là ne sert pas à et on a beau avoir les meilleurs ingénieurs, hein, c'est pas ça la question. On a des très bons ingénieurs, mais c'est si on n'accepte pas ces règles de compétition et qu'on n'accepte pas de se mesurer au plus grand et de jouer les règles de la compétition et du marché, non, voilà, le capitalisme permet de créer cette excellence. Le 10 juillet, au-dessus de la mer de Chine, le premier étage d'une fusée Long March 10B est redescendu du ciel et elle s'est laissée rattraper par un filet tendu sur le pont d'un navire. Vous avez certainement vu les images. Elles sont spectaculaires, ces images. La Chine vient de récupérer un booster orbital pour la première fois de son histoire. C'est assez remarquable. C'est la 3e entité au monde à y parvenir après SpaceX en 2015, Blue Origin en novembre 2025. Et voilà, ils l'ont fait à leur manière, avec une technologie d'ailleurs, on dit toujours que les Chinois copient. Non, ils ne copient pas. Ils ont une manière assez originale de récupérer ce booster. On le voit hein, dans SpaceX, il vient se poser, il a des pieds d'atterrissage sur une plateforme en dur. Les Chinois, ils ont utilisé un filet et ça, c'est du jamais vu. C'est une vraie innovation. La fusée mesure 63 mètres, elle pèse 760 tonnes au décollage et elle est propulsée par 7 moteurs au kérosène et elle peut porter 16 tonnes en orbite basse. C'est à peu près autant qu'un Falcon 9 de SpaceX, donc ils sont au même niveau. Et d'ailleurs, le fait qu'ils n'utilisent pas ces pieds d'atterrissage fait, voilà, c'est du poids en plus, c'est plus léger, donc c'est plus de cargo. La fusée a décollé de la base de Wenchang sur l'île de Hainan, et 6 minutes après la séparation des étages, on a vu le booster se poser dans le filet. Mission accomplished pour la Chine. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du Pacifique, il se passe aussi des choses. SpaceX a battu son propre record. Ça se passait le lendemain, le 11 juillet. Le booster du Falcon 9 a effectué son 36e vol. 36e. SpaceX, au total, cumule plus de 580 réutilisations de boosters depuis 2015. Bon, la Chine n'en est qu'à 1, mais elle prévient et elle dit qu'elle va recommencer d'ici la fin de l'année plusieurs fois. Donc la question ce soir pour vous, on va passer vite là-dessus, mais je voulais juste le préciser parce que c'est vachement intéressant. Il y a une guerre dans l'intelligence artificielle, mais j'aime bien parler aussi de cette guerre de l'espace aussi et elles sont toutes les deux liées, ces deux guerres dans Silicon Carney. Voilà, la Chine qui comble son écart, pas simplement dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans la course à l'espace. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quelque part, on parlait de Musk tout à l'heure, et finalement, l'étatisme chinois est un peu de la même logique. Alors, c'est pas du tout le même bord, mais je veux dire par là qu'il y a une logique d'infrastructure. Il y a une logique cohérente, structurelle, de construire quelque chose qui est cohérent, étape par étape, et qui a on va dire une logique intrinsèque, certainement, mais qui fonctionne. Non, ce que je veux dire dans ce que tu dis là, Damien, c'est que à la Chine, il y a un grand plan, on le sait, sur plusieurs années, parce que ce qui est en train de se passer là dans l'espace, ils l'ont pas décidé la semaine dernière, ils ne font que dérouler leur plan. Et c'est vrai que dans Elon Musk, et on l'a vu dans l'introduction en bourse de SpaceX, il a tout le pouvoir, il agit comme un monarque, et effectivement, il n'est pas emmerdé par des actionnaires, voire même la démocratie, puisqu'il est tout seul à décider. Donc il lui aussi a un plan comme ça,
Et il n'a pas besoin de décider à 27, comme on le disait il y a quelques instants avec l'Europe. Ouais. Donc, cette vision-là, unique et étatiste, elle fait en sorte que, voilà, tu peux dérouler un plan. Ouais, mais alors après, fais gaffe quand tu dis ça, Damien, parce que il y a plein de monde après. Il y a des journalistes qui m'appellent en disant, bah voilà, vous faites l'apologie, la démocratie c'est de la merde, ça sert à rien, ça marche pas. Non, mais oui, mais tu sais que quand on dit ça, bah les gens m'appellent et me disent, ouais, mais en fait, vous faites l'apologie de la fin de la démocratie. En fait, pour être quelqu'un de fréquentable, faut dire du mal de Musk et dire du mal des Chinois, surtout quand ils envoient des fusées dans l'espace et qu'ils font mieux que nous, quoi. C'est à peu près ça. C'est pas mal, C'est à peu près ça. C'est pas mal, effectivement. N'empêche que l'histoire des Chinois, moi, ça me fait penser à, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, quand il y avait eu Challenger, vous savez, Oui. la fusée, et les Américains avaient dépensé énormément de millions de dollars, pour développer un petit stylo que j'avais, d'ailleurs, je l'ai pas retrouvé, un petit stylo qui permettait d'écrire dans toutes les positions, avec sous 3 atmosphères, sous du papier mouillé, tout ce que vous voulez, c'était génial. Et la rumeur dit que, la légende urbaine dit que quand on avait demandé aux Russes ce qu'ils avaient fait, ils avaient dit, bah nous, on a pris un crayon à papier. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Je veux dire par là que non pas que ce soit rudimentaire ce qu'ont inventé les Chinois, mais ils ont inventé quelque chose qui est surprenant, qui a des vertus. Tu le disais il y a quelques instants, moins de poids, etc. Et avec un système qui est assez souple, puisqu'en gros c'est un bateau que tu mets, que tu bouges dans la mer et tu récupères le truc dans un filet. Ouais. Donc je trouve que c'est quand même assez malin de leur part. Et effectivement ils ne font pas que copier. N'empêche que la bataille d'après c'est l'espace. On peut penser bien sûr aux data centers qui vont avec et tout le marché chinois de tous les acteurs. On parlait tout à l'heure des modèles frontières, on pourrait parler des modèles américains et d'acteurs comme Alibaba ou autres qui sont pas des débutants. Donc il y a quelque chose qui va se passer là-dessus et on n'est qu'au début. Oui, parce qu'en fait, si les Chinois sont capables de récupérer leur booster, c'est qu'ils ont besoin de déployer en masse en orbite basse. Et donc, s'ils ont besoin de déployer quelque chose en masse en orbite basse, c'est qu'ils suivent effectivement la même trajectoire que SpaceX avec des satellites. Justement, d'ailleurs, SpaceX vient de déposer auprès de la FCC une demande pour 100 000 satellites Starlink V3. Et au-delà, ils veulent atteindre jusqu'à 1 million de satellites. Et c'est pour effectivement fabriquer des centres de données orbitaux, même si Sam Altman considère que c'est du bidon. Michel, tu voulais réagir aussi là-dessus sur ces Chinois qui vont quelque part à une vitesse incroyable. C'est en l'espace de quelques années, ils sont capables d'aller très 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 vite, effectivement. Oui, en fait, tu l'as dit, hein, Damien, je pense qu'ils ont très très bien compris qu'il fallait être full stack, c'est-à-dire gérer toute la chaîne. Et c'est encore une fois, un peu comme sur l'IA, une démonstration de force de la Chine, à leur manière. Moi, j'aimais bien, c'était David Bavrez qui parlait de ça. Il disait, en fait, les Chinois, ils font Pareto au carré. C'est-à-dire que Pareto, c'est tu dépenses 20% pour atteindre 80%. Les Chinois, ils font ça au carré. Donc, tu dépenses 20% de 20%, ça fait quoi? Ça fait 4%, ça? Ouais. Pour atteindre 80% de 80% pour atteindre 64%. Et c'est un peu ça. Donc, en fait, ils font pas un atterrissage, ils utilisent un filet, mais en même temps, ils construisent leur full stack. Et on devrait, Européens, très honnêtement, nous regarder de plus près et nous inspirer de ça. À côté, encore une fois, c'est toujours la même question que sur l'optimisation des coûts de tokens versus la puissance de calcul. Aujourd'hui, l'enjeu sur l'espace, en fait, c'est d'arriver à optimiser le plus possible le coût du lancement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans cette logique de la commoditisation d'un service. L'intelligence de Qwen, en fait, elle couvre les usages de 80% de la planète pour un coût modique. Là, ils vont couvrir l'usage d'envoi de satellites dans une couche, je ne sais pas quelle couche de l'atmosphère, mais pour un coût modique parce qu'ils ont réussi cette performance à nouveau. Donc, ça, on est rentré dans cette ère-là, l'ère de l'optimisation et l'optimisation des coûts d'accès à un service. Encore une fois, c'est assez génial de voir d'abord les Américains déployer des fonds massifs, une énergie, des ressources extraordinaires pour atteindre des performances formidables, de voir les Chinois leur dire en fait c'est le coup du crayon quoi. En fait vous n'avez pas besoin de tout ça, regardez ce qu'on arrive à faire et on a tout intérêt nous Européens à regarder aussi ce que font les Chinois pour essayer. C'est une course à l'orbite basse, et l'orbite basse, c'est
c'est une ressource rare, hein, parce cette on- orbite basse, elle est pas infinie. Et Ouais, donc là, il y a on Iris. a SpaceX. On a Iris Carré, on a notamment Iris Iris Carré, Carré, et tu as Iris Carré, oui, qui avec, enfin, l'Europe essaye de verrouiller et d'embêter justement Musk, il n'est pas content d'ailleurs, sur certaines fréquences pour faire en sorte justement de privilégier des solutions européennes, notamment Iris Carré. Allez les amigos, merci encore une fois et rendez-vous dernier épisode. Je pense qu'on va passer à un rythme. Je ne vais pas arrêter, je pense cet été parce qu'il se passe trop de choses. Donc je pense qu'on va passer à un rythme d'1 fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine. Mais on continue. On vous verra chacun dans vos lieux de villégiature et on continue d'observer tout ce qui se passe dans le monde merveilleux de la Silicon Valley. Allez, hasta luego amigos, bye bye. Salut. À bientôt.